Alors, bonjour à tous, je souhaite reprendre avec vous aujourd'hui l'exercice sur le calcul des bras de levier avec cette configuration ici de carré. En effet, je replace ce contexte. J'avais présenté un problème dans lequel on avait quatre forces, F1, F2, F3, F4, qui s'appliquent aux quatre coins ici d'un carré de côté L et de centre O. Sachant que ces quatre forces, F1, F2, F3, F4, sont contenues dans le plan XOY du carré. Deux questions. La première, il s'agissait de calculer les moments de ces quatre forces par rapport à l'axe OX, ici, dont j'ai ici effectué le prolongement en pointillé. D'accord. Donc calcul du moment par rapport à l'axe OX des quatre forces, ici, qui s'appliquent aux quatre coins du carré. Second temps, calcul des moments de ces quatre forces par rapport à l'axe AZ, d'origine A et axe AZ, perpendiculaire au plan de la feuille et dirigé vers vous. D'accord. Voilà. Donc j'ai repris le schéma ici, le schéma complet. D'accord. Je reprends au fur et à mesure avec vous. Premier temps, je vais ici reprendre le calcul des moments de ces forces par rapport à l'axe OX. Pareil, la question, je vais noter, donc ça permet de bien préparer l'interrogation ici de mardi après-midi. Toujours poser la question, voilà, je me répète, y a-t-il des forces parallèles à l'axe OX? Y a-t-il des forces qui coupent cet axe OX? Donc là, première constatation, on peut voir que la force F4, voilà, la force F4 est bien parallèle à l'axe OX. Donc ça, on va le noter. Ici, on y va. Donc je remonte, voilà, tout le monde voit. Donc la force F4, ici, elle est parallèle à l'axe OX. D'accord. Et ça, vous savez, si une force est parallèle à l'axe de rotation, forcément, son moment scalaire par rapport à cet axe est nul. Conclusion, le moment, alors attention, c'est le moment par rapport à l'axe OX de la force F4. Ce moment, il est nul. D'accord, je répète, puisque la force F4, ici, qui s'applique au point D, dirigée selon les x croissants, elle est parallèle à l'axe OX. Bon. Ensuite, je vais faire apparaître les droits d'action, d'accord, des forces F1. Donc, soit D1, la droite d'action de la force F1 passant par A, ayant pour support le vecteur F1. Donc, voici la droite d'action D1 de la force F1. Je note D2, la droite d'action de la force F2, d'accord, passant par B, ayant pour support la force F2. Voici D2, la droite d'action ici de la force F2. D4, la droite d'action D4 de la force F4, passant par D, ayant pour support la force F4. Ici, pardon, D3. D3, la droite d'action ici de la force F3, passant par le point C. D'accord. Et l'on remarque que chacune de ces trois droites, D1, D2, D3, coupe ici l'axe OX. D'accord. C'est le cas de D2 qui coupe l'axe OX ici. D4 ici qui lui est parallèle, donc c'est déjà réglé. D3 qui coupe l'axe OX à cet endroit-là. Et D1 qui va couper l'axe OX ici. D'accord. Donc on y va. Deuxième chose, on rappelle, bon, je l'avais dit à l'oral, je le note ici pour une correction complète en temps réel de cet exercice pour la méthode. Il est important de bien comprendre la méthode de résolution ici. Donc les droites d'action, donc il nous reste D1, D2, D3, des forces. Alors, quelle force? Des forces F1, F2, F3, coupe l'axe OX. Voilà. Ces trois forces coupent l'axe OX. Conclusion. Alors j'en déduis trois informations. Voilà. Donc je vais centrer ici. Voilà. Le moment par rapport à l'axe OX de la force F1, ce moment scalaire est nul. Tout comme le moment par rapport à l'axe OX de la force F2. Tout comme le moment par rapport à l'axe OX de la force F3. Voilà. Conclusion. Les moments par rapport à l'axe OX de ces quatre forces qui s'exercent aux quatre coins du carré sont tous les quatre nuls. Parce qu'on trouve les cas où
une force est parallèle à l'axe OX et les autres coupent l'axe OX. Donc première introduction ici très simple sur le calcul des moments des forces par rapport à un axe OX. Bon, deuxième temps, on va reprendre le calcul des moments de ces 4 mêmes forces, mais par rapport à l'axe AZ d'origine A, d'accord? Et ici, Z, ici, l'axe AZ étant perpendiculaire au plan de la feuille et dirigé vers vous. Alors tout de suite, dès que je parle d'axe AZ, vous voyez, ici par rapport à cet axe qui est dirigé vers vous, on va placer la convention de rotation positive. En effet, les moments scalaires sont des grandeurs algébriques. Il faudra toujours comparer la rotation effective du carré en tirant sur l'une des forces avec la convention de rotation positive. Il faut fixer le signe de ce moment scalaire. D'accord? Donc on reprend la même étude, mais cette fois-ci, on va calculer ces moments par rapport à l'axe AX. Donc deuxième temps, moment des forces, ici, donc j'ai repris F1, F2, F3 et F4 par rapport, cette fois-ci, à l'axe AZ. D'accord? Axe AZ, ici, qui apparaît sur le schéma. Bon. Tout de suite, on commence par les cas simples, le cas trivial. Voilà, il y a un cas qui est très simple. Ben, là, sur le schéma, il apparaît clairement que la force F1 coupe l'axe AZ au point A. C'est-à-dire que le moment de la force F1 par rapport à l'axe AZ, il est nul. Donc ça, on va le noter. Voilà. Donc la force F1 coupe l'axe AZ au point A. En effet, la force F1 s'applique au point A. Conclusion, le moment, attention ici, le moment par rapport à l'axe AZ de la force F1 sera nul. Voilà, donc voici, voilà, pour la force F1, son moment par rapport à l'axe AZ est nul. Bon, on passe ensuite à la force F2. La force F2 ici, voilà, elle, force F2 par rapport à l'axe AZ, elle ne coupe pas l'axe AZ, d'accord? Elle n'est pas parallèle à l'axe AZ, donc forcément son moment scalaire sera non nul. Il faut ici passer par le bras de levier. Le bras de levier, là, il est évident. En effet, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire apparaître la droite d'action D2, la force F2, passant par B et ayant pour support F2. Voici la droite d'action D2. Première étape. Deuxième étape, on va projeter le point A. A appartient à l'axe AZ. D'accord? On projette le point A sur la droite d'action D2. On note H2, le projeteur orthogonal de A sur D2. H2, il est là. H2 est donc le projeteur orthogonal de A sur la droite d'action D2. Il s'avère donc que H2 est confondu avec B. On peut donc estimer le bras de levier. Le bras de levier de la force F2 s'appliquant en B, d'accord? Ce bras de levier, il vaut quoi? Il vaut AH2. AH2 est égal à L. Donc c'est bon pour tout le monde, vous avez vu sur le schéma, on va noter ça, à savoir ici, voilà, deuxième temps, voilà, on va noter que le bras de levier de la force F2 qui s'applique ici au point B vaut, alors, que vaut-il? Alors ce bras de levier, voilà, pour des raisons cohérentes, de notation, on va le noter par exemple D2. Ce bras de levier D2, d'accord, est égal à AH2, où je rappelle que H2 est le projeteur orthogonal du point A sur la droite d'action D2, AH2 étant égal à L. D'accord, une distance ici strictement positive. Voici le bras de levier de la force F2 qui s'applique en B. Bon. Une fois qu'on a ça, on en déduit, d'après le cours. D'accord, là, on admet le résultat. D'accord, quel est ce résultat? D'après le cours, finalement, que le moment, voilà, de cette force F2 par rapport à l'axe AZ, le moment vaut plus ou moins, d'accord, il faudra fixer le signe évidemment, d'accord, plus ou moins quoi? Bah, plus ou moins le bras de levier D2
fois la norme F2 de cette force. Ça, c'est un résultat du cours, rappelez-vous, le plus ou moins dF. Alors, il y avait F orthogonal, mais F orthogonal étant la composante perpendiculaire à l'axe de rotation. Ici, c'est bien le cas. Hein. Les quatre forces, je le répète, elles sont bien contenues dans le plan X ou Y. Ces quatre forces sont bien ici orthogonales à l'axe AZ. D'accord. Là, il n'y a pas de souci pour estimer ici, utiliser ce résultat du cours. D'accord. Bon, là, ce qu'il faut juste déterminer, on connaît le bras de levier, c'est finalement, voilà, fixer le signe de cette grandeur scalaire algébrique. Toujours la même chose, on va reprendre F2, la force F2, elle est ici, et quand je tire sur cette force F2, je vais tirer sur F2, donc comme ceci, selon la verticale ascendante. Quand je tire sur F2, cela aura tendance à faire quoi? Ça aura tendance à faire bouger le carré dans le sens positif. Donc quand je tire sur F2, le carré aura tendance à effectuer une rotation dans le sens positif. Donc je vais garder le signe plus. D'accord? Donc ça, c'est par comparaison avec ici la convention de rotation positive. D'accord? Donc ici, on garde ici avec le sens positif. Donc soit ici. Donc je note pas, hein, ça je le dis à l'oral, d'accord, pour éviter de surcharger ici ce qu'on note. Voilà, sur feuille. On en déduit. Dans notre cas, alors quand j'y sois ici, hein, voilà, ça sera plus, alors D2 égale à L, et on va regarder une norme, voilà, F2, voilà. Alors ici, on va noter, on va garder un, soit ici, hein, voilà, entre parenthèses, sens positif. Hein. Sens positif, quand je tire sur F2, d'accord, cela engendre, provoque une rotation du carré dans le sens positif, dans le même sens que la convention de rotation positive. D'accord? Ok. Bon, on fait la même chose pour la force F4 qui s'applique au point D. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, pareil, c'est bien une force qui est perpendiculaire à l'axe AZ. Je vais faire apparaître la droite d'action D4, passant par D, ayant pour support F4. Vous voyez cette droite d'action D4. Et je vais projeter A sur D4. Donc là, le projeteur orthogonal de A sur D4, pareil, hein, prenez l'équerre, elle est où? Voici D4, le projeteur orthogonal de A sur D4, il est ici. D'accord? Et en fait, H4, projeteur orthogonal de A sur D4, est confondu avec C. Je répète, on projette de manière orthogonale le point A qui appartient à l'axe AZ sur la droite d'action D4. Il apparaît H4, tel que H4 soit confondu avec C. Le bras de levier, sachant que F4 s'applique en D, le bras de levier, voilà la distance ici, c'est DH4, mais DH4 c'est égal à L. Une nouvelle fois, on aura le même bras de levier pour deux forces s'appliquant en deux points différents. D'accord? Une fois qu'on a le bras de levier, pareil, qu'est-ce qu'on va faire? On va gagner du temps, on va tirer sur F4. Si je tire sur F4, cela va provoquer une rotation du carré. Également, je tire sur F4, ça va provoquer une rotation dans le sens positif. Hein. D'accord? Je fais déplacer un déplacement comme ceci. D'accord? La rotation sera dans le sens positif. Donc là, on aura également la même chose. Le moment de la force F4 par rapport à l'axe AZ sera égal à plus L fois la norme de cette force F4. Bon, les quatre forces sont la même norme hein, de mémoire, donc c'est pas gênant de garder. Voilà. Ici, donc même rédaction, le bras de levier de la force ici F4 qui s'applique en D. Alors, que vaut ce bras de levier? On a dit, il vaut D4. D4 égale DH4, où H4 est le projeteur orthogonal du point A sur la droite d'action D4. Et là, il apparaît clairement que ça c'est égal à L, et ça c'est strictement positif. Ok. Pareil, même chose, on en déduit, d'après la relation du cours, hein, à connaître par cœur, on en déduit, d'après le cours, que le moment de cette force F4 par rapport à l'axe AZ égale plus ou moins D4 F4. Voilà. Et là, on a vu ensemble le fait de fixer ici le signe. Donc, soit ici, voilà, on choisit le signe, un signe positif. Donc, le moment par rapport à l'axe AZ de la force F4 égale plus L, F4 étant la norme de cette force F4. Pareil, ici, pour les mêmes raisons, quand je tire sur F4, cela engendre une rotation
dans le sens positif. D'accord? Voilà. Dernière force, la force F3. Donc la force F3, c'est un peu plus subtil, d'accord? Dans la mesure où le bras de levier, ici, il n'est pas si direct. D'accord? Alors, on reprend ensemble le schéma. Alors, la force F3, elle s'applique au point C. Voici cette direction. Je fais apparaître la droite d'action D3. D'accord? Passant par C, ayant pour support la force F3. Voici D3, la droite d'action de la force F3. D'accord? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, pareil, on va projeter le point A sur la droite d'action D3. Donc pareil, je prends l'équerre, je cherche ici H3, le projeté orthogonal de A sur D3. Et ben je regarde, tac, 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 hop, j'y suis. H3 est ici. H3, projeté orthogonal du point A sur la droite d'action D3, tel que la distance AH3 soit égale au bras de levier D3. Voici mon bras de levier de la force F3 s'appliquant en C. Ce bras de levier vaut D3, ici. Ok. Alors ce bras de levier, vous voyez, n'est pas directement, il n'est pas égal à L. Hein. D'accord? Par contre, on peut exprimer en fonction de L. On a cette distance L ici, on a un triangle rectangle ici, on cherche D3, connaissant L, et l'angle alpha paraissant ici également. On a un angle alpha ici, puisque l'angle alpha initialement est ici, l'angle alpha est là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire apparaître le sinus alpha. Sinus alpha sera égal à D3 sur L, donc D3, bras de levier, de la force F3 s'appliquant en C, je répète, D3 sera égal à L sinus alpha. Ok? Bon, D3 égale L sinus alpha. On va le noter juste après. En se plaçant dans le triangle CLA. Triangle CLA, d'accord? Voici rectangle en L. Maintenant, si je tire sur F3, attention, si je tire sur F3, cela va engendrer une rotation, d'accord, du carré dans le sens négatif. Quand je tire comme ceci sur F3, d'accord, dans cette direction-là, le carré aura tendance ici à se déplacer dans le sens négatif. Hein, d'accord, j'aurai comme ceci de rotation dans le sens négatif. Donc ici, on aura un moment scalaire négatif. On note tout ça? Allez, c'est parti. Voilà, donc même rédaction. Ce qui a changé, c'est juste le calcul du bras de levier des 3. Alors, on y va. Le bras de levier de la force F3 qui s'applique en C vaut. Alors vaut, on fait apparaître ici hein, la distance D3. D3 égale AH3. AH3. D'accord? AH3. Et AH3 directement, on a vu que ça c'est égal à L sinus alpha. D'accord? AH3 égale L sinus alpha. Je vous rappelle, dans le triangle CLA, d'accord, on fait apparaître le sinus alpha, tel que sinus alpha égale D3 sur L. Voilà. Donc D3 égale L sinus alpha. Bon. On en déduit, toujours d'après la même relation du cours, le fait que le moment, par rapport à l'axe AZ de la force F3, pareil, plus ou moins ici, donc D3, F3, voilà, d'accord, soit ici, attention ici, quand je tire sur F3, cela va engendrer une rotation hein, ici du carré dans le sens ici horaire, donc opposé au sens trigonométrique, donc sens négatif, ici, voilà, donc le moment par rapport à l'axe AZ de la force F3 égale moins D3 F3, donc moins L sinus alpha F3. Voilà. Voilà pour cet exercice, d'accord, classique, que je vous conseille vraiment de reprendre avec cette vidéo pour bien assimiler la méthode, d'accord. Méthode pour identifier, calculer des bras leviers, hein, d'accord. On souhaite estimer des moments par rapport ici à deux axes différents, hein, l'axe OX et l'axe AZ. Je regarde, on a
peu près 20 minutes. Oh bah j'ai un peu le temps, elle est devant moi. J'en profite pour corriger avec vous l'exercice numéro 1 sur le levier d'Archimède. Dans le même esprit, calcul de bras levé, il sera corrigé assez rapidement. On y va, on prend ça ensemble. Allez, voilà, on passe à autre chose. Alors voilà, en plus j'avais préparé le schéma hein, ici directement pour la partie cours. On n'avait pas le temps de le traiter ensemble vendredi après-midi. Le levier d'Archimède. Alors, on reprend l'énoncé, on replace le contexte. Sujet classique. Archimède, hein, ici, j'ai mis une légende, mais au cas où vous n'auriez pas deviné qui c'est à droite, c'est Archimède, d'accord. Ça, c'est Archimède, d'accord. Il va utiliser un levier afin de soulever un rocher. Ça, c'est un rocher, ouais. Ça, c'est un rocher de masse M égale 200 kg. Dans l'énoncé, on vous dit que voilà, le rocher commence à se soulever quand les moments par rapport à l'axe OX, voici un axe OX, d'accord, perpendiculaire au plan de la feuille, dirigé vers vous. Quand les moments par rapport à l'axe OX du poids du rocher et de la force exercée par Archimède sont égaux mais opposés. Ok. On vous donne un certain nombre de données. On donne D1 égale 50 cm, D2 égale 1,5 m, et l'angle alpha, c'est l'angle ici hein, qui est donné sur le schéma avec l'horizontale. L'angle alpha, il vaut 60 degrés. Première question, Archimède se suspend au levier. C'est-à-dire que là, s'il se suspend, d'accord, la force exercée en ce point M par exemple, ça sera le poids, hein, c'est le poids d'Archimède. Et on vous demande quelle doit être la masse minimale d'Archimède pour que le rocher se soulève. Bon, question classique hein, qui est liée à la célèbre citation, hein, donnez-moi un point fixe et un levier et je soulèverai la Terre. D'accord? Bon, il y a un axe, voilà, un axe de rotation autour duquel le rocher doit se mettre en mouvement. Cet axe, c'est l'axe OX. Tout de suite, dès qu'on a ça, nouvelle fois, on va fixer la convention de rotation positive. J'enroule ma main droite autour de cet axe, d'accord. Pour avoir le pouce ici dirigé vers le haut, il faut enrouler ma main dans le sens trigonométrique. Donc le sens de rotation positive est comme ceci, pour que lorsque j'enroule ma main droite autour de l'axe OX, mon pouce soit vertical, sortant, dirigé vers vous. D'accord ? Bon, on y va. Quelle est la masse minimale d'Archimède? Donc la masse ici, petit m d'Archimède, la masse du rocher, grand M, pour que le rocher commence à se soulever. On vous donne la condition. Hein. Il faut que les moments scalaires de ces deux forces soient égaux mais opposés. Donc il s'agit en fait de calculer ici les deux moments. On y va, donc c'est très rapide et très simple. Première question, on va estimer le moment par rapport ici, voilà, à l'axe OX, moment par rapport à l'axe OX, du poids du rocher. Voilà, du poids du rocher. Alors cet exercice, il y a un piège quand même dans les notations. On note D1 et D2, et on va voir que D1 et D2 ne sont absolument pas les bras leviers. Vous voyez là, c'est typiquement un piège que vous avez tendu. Hein. D1 et D2 ne représentent absolument pas les bras leviers des deux forces. Alors, le poids du rocher, où est ce rocher? Ce rocher est à gauche. Le poids s'applique ici au centre de masse. Donc on va supposer, on regarde un peu la configuration, bon allez, on va mettre là. D'accord? Le centre de masse, voilà, du rocher, centre de masse, d'accord? Ici, qu'elle s'applique le poids P. Ça, c'est le poids P du rocher. D'accord? Donc ici, on peut noter, voilà, le point G, le centre de masse du rocher. Qu'est-ce que je fais? Alors, le poids, ici, vous voyez que le poids du rocher hein, est une force qui est perpendiculaire à l'axe de rotation OX. Donc, qu'est-ce que je fais? Pardon, je fais apparaître la droite d'action. D'accord? Passant par G ayant pour support le vecteur poids. Donc ça, c'est la droite d'action. D'accord? Directement que je vais noter D1. Voilà. Droite d'action du poids du rocher s'appliquant en G. Vertical descendant. Il faut déterminer, pareil, hein, ici, le bras de levier. Donc, comme tout à l'heure, on va ici estimer. On y va. Donc, le bras de levier du poids du rocher s'appliquant ici en G vaut, donc je cherche le bras de levier du poids du rocher s'appliquant en G par rapport ici, donc l'axe de rotation étant l'axe OX. Alors on va noter ce bras de levier, on va être logique, hein, ici j'ai pris une droite d'action D1, je notais, alors non, je n'ai pas noté petit D1, justement, petit D1, vous voyez, là voilà, D1 est déjà réservé, d'accord, je vais prendre les lettres, je vais prendre les lettres ici liées au projeté orthogonal.
Qu'est-ce que je vais faire? Donc je fais apparaître la droite d'action D1 et je dois projeter. Alors ici, l'axe OX, on a le point O qui est ici. Hein. Le point O est là. Je vais projeter le point O sur la droite d'action. Ben, si je fais ça, on y est presque. Hein. Le projeteur orthogonal de O sur D1, il est où? Il est là. Hein. Regardez, je fais apparaître l'angle droit. Je vais mettre un peu de couleur. J'en profite, je peux mettre de la couleur. Voilà, là, voilà, ici. Là, j'ai mon angle droit. Et là, voilà, juste au-dessus du G, qu'est-ce que l'on a? Eh ben on va noter ici H1. H1 est le projeteur orthogonal de O sur, ici, la droite d'action D1. Donc ce bras de levier, ici, hein, du poids du rocher s'appliquant en G, ce bras de levier vaut OH1. D'accord? Je répète, je vais projeter O sur la droite d'action D1. Le bras de levier vaut, je notais OH1. Alors, que vaut OH1? OH1, je regarde ici directement. Pour faire apparaître ici, donc j'ai un triangle rectangle, bah oui, enfin je ne l'ai pas. Faire apparaître, je vais le faire apparaître ici de manière à, voilà, je prolonge ici, voilà, c'est, voilà, directement, et là, voilà, le triangle rectangle, il est là. Donc j'ai ici ce point-là, voici le triangle rectangle, là, là. L'angle alpha, je l'ai là, mais cet angle alpha, je l'ai également ici. De telle manière à ce que je puisse faire apparaître ici une relation entre OH1, D1 et alpha. Ben là, il est clair que je vais prendre ici le cosinus de alpha. Si je prends cosinus alpha, d'accord, rectangle ici en H1, le cos alpha, ça sera ici OH1, d'accord, sur D1. C'est-à-dire qu'ici, OH1, ça sera D1 cos alpha. Donc je répète, donc le bras de levier, voilà, du poids du rocher s'appliquant en G, il ne vaut surtout pas D1. Ne dites pas que le bras de levier du poids du rocher s'appliquant en G vaut D1, c'est faux. Le bras de levier, il est là. Ce bras de levier vaut OH1. Et OH1 vaut D1 cos alpha. Alors pareil, ici on peut mettre, hein, d'accord, car ici, je répète, dans ce triangle rectangle-là, on peut mettre une lettre, mais sinon on va peut-être surcharger le schéma. Dans ce triangle rectangle-là, quand on fait ici cos alpha, on aura directement adjacent, donc on aura OH1 sur l'hypoténuse qui vaut D1. D'accord? Voilà. Je vais te relever un peu pour que vous voyez. Donc ça c'est OH1 sur D1. Une fois que j'ai le bras de levier, voilà, on en déduit. Voilà, on en déduit. Pareil. D'après le cours, voilà, on reprend la notation, à savoir le moment par rapport à l'axe OX du poids P du rocher s'appliquant en G vaut plus ou moins quoi? Alors le bras de levier, j'ai noté OH1. Je ne note surtout pas D1, de toute façon on voit, hein, D1 n'est pas le bras de levier, fois la norme du poids du rocher de masse grand M. Donc là c'est grand MG. D'accord? Voilà. Donc c'est une grandeur qui est algébrique. Ici, de toute façon, hein, là on n'a pas, surtout pas fini. Hein. Il faut fixer le signe. D'accord? Ici, plus ou moins. Alors ici, pareil. Soit ici, on regarde, quand je tire ici, voilà, sur cette force P, hein, le poids du rocher, bah, ça aura tendance à provoquer une rotation dans le sens, vous voyez, dans le sens positif. Hein. Donc ici, on est bien, ici, une rotation effective du rocher dans le sens positif, hein, par rapport à la convention de rotation adoptée. Donc ici, conclusion, on va garder la valeur positive. Donc le moment par rapport à l'axe OX du poids du rocher sera égal à plus mg, bon, je peux regarder plus, hein, plus mg d1 cos alpha. D'accord? Voilà pour le moment par rapport à l'axe OX du poids du rocher. Bon, on fait la même chose ici pour le moment par rapport à l'axe OX bah, du poids d'Archimède. D'accord? Donc on y va, moment. Pareil, là je rédige de manière complète. Hein. Je prends le temps de le rédiger, d'expliquer sur cette vidéo. D'accord? Donc moment par rapport à l'axe OX du poids ici d'Archimède. Allez, là on va être un peu plus rapide. Dans la mesure où, bah pareil, je vais faire apparaître le bras de levier ici de cette force exercée par Archimède. Alors il faut faire apparaître, hein, je ne vais pas noter P, notation P réservée au poids du rocher, je vais noter F, une force qui est verticale ici descendante. Voilà, je la mets comme ceci, bon, ce que tout le monde voit.
Je vais mettre un F ici. Je fais apparaître, pardon, la droite d'action. Voilà, donc je vais mettre ici un point M. M est le point d'application de la force exercée par Archimède. Force verticale descendante, je vais noter D2, la droite d'action de cette force F. Et là, qu'est-ce que je fais? Deuxième étape, dans un deuxième temps, je vais projeter O sur ici D2. Bah là, il est clair, il est évident que voilà, le projeteur orthogonal, il est où? Il est là. D'accord? Donc pareil, je fais apparaître ici en vert, une nouvelle fois, le bras de levier de la force exercée par Archimède par rapport à l'axe OX. Donc là, je fais apparaître, est-ce que tout le monde voit ce point-là? Ce point-là, ça sera le point H2, me définissant un triangle rectangle. Donc là, j'ai un triangle rectangle, là, j'ai le point H2, d'accord? Tel que le bras de levier soit égal à OH2. Et là, même raisonnement, hein, on va prendre ce triangle rectangle-là, ici, d'accord? Rectangle en H2, donc OH2M, cos alpha égale OH2, bras de levier, divisé par D2. OH2 égale D2 cos alpha. D'accord? Et ensuite, donc là j'ai le bras de levier, on va noter ça après, OH2 égale D2 cos alpha. Maintenant, le moment de cette force F par rapport à l'axe c'est une grandeur qui est algébrique, on va fixer le signe en tirant sur F. Bah, si je tire sur la force F, d'accord, cela va engendrer une rotation du système, on va aller dans le sens, ici, voilà, je tire sur F, rotation dans le sens horaire, donc dans le sens négatif, opposé à la convention de rotation choisie. D'accord? Allez, on note tout ça dans un deuxième temps. D'accord? Donc le bras de levier. Le bras de levier du poids, cette fois-ci, d'Archimède. Donc le bras de levier ici du poids d'Archimède. S'appliquant. D'accord, donc c'est la force exercée par Archimède se suspend, d'accord, donc c'est directement c'est son point. Cette force s'applique aussi en M. Alors, que vaut-elle? Ici, que vaut-elle? Donc cette force s'applique quand même, il se suspend, attention, Archimède se suspend ici au levier. On a noté OH2. OH2, ça sera égal à D2 cos alpha. Pareil, pourquoi? On a du cos alpha égale OH2 sur D2. Ensuite, on en déduit, d'après le cours, que le moment par rapport à X de cette force F, d'accord, la force ici exercée par Archimède, égale plus ou moins OH2. La masse d'Archimède, c'est petit m, mg. D'accord, voilà. Soit ici, alors pareil, je regarde, ici je le dis, sens négatif. Qu'est-ce que l'on aura? En pareil, ça, il y aura toujours une discussion à mener sur le signe. Donc le moment par rapport à X de cette force F égale moins, ici, avec OH2 égale D2, donc on aura moins mg D2 cos alpha. Voilà, une fois qu'on a calculé ça, on a les deux moments des forces par rapport à l'axe OX, on peut traduire la condition de mise en rotation, à savoir le rocher. Voilà, la première question est terminée. Commence à bouger, à se soulever. Donc il y a une amorce de rotation autour de l'axe OX. Ce qu'on cherche est soulever. Eh bien, il commence à se soulever lorsqu'il y a égalité. Je dis bien, voilà, ça commence à se soulever. Lorsque, voilà, le moment par rapport à l'axe OX du poids de rocher est égal, mais opposé au moment par rapport à l'axe OX de la force F exercée par Archimède. Voilà. D'ailleurs, ça tombe bien quand vous regardez les deux moments, d'accord? On va avoir un signe moins. Là, ça permet de simplifier le moins qui est ici. Donc, on va égaliser. On aura mg d1 cos alpha égale moins plus, petit mg d2 cos alpha. Je simplifie par cos alpha les deux équations, par g également, et on en déduit finalement la masse minimale, la valeur seuil, d'accord, à partir de laquelle le rocher va commencer à se soulever. Donc on en déduit finalement la masse d'Archimède. On vérifie, donc c'est petit m égale grand M
fois le rapport ici D1 sur D2. Voilà. Très bien. Alors avant d'effectuer l'application numérique, toujours vérifier la cohérence ici de l'expression littérale. Bah, ça semble être cohérent puisque ici on a un rapport de distance qui n'a pas de dimension et une masse est bien homogène à une masse. D'accord. Donc la masse d'Archimède doit être d'autant plus grande que la masse du rocher est grande. D'accord. Et remarquez ici, pour obtenir un bon effet de levier, forcément il faut que D2 soit beaucoup plus grand que D1, d'accord, afin d'avoir une masse suffisamment faible, pour avoir un effet de levier assez important, d'accord, pour une masse, on dirait un peu, une masse raisonnable. Donc l'application numérique, donc là, voilà, tout est donné, on trouve ici environ 67 kg, ce qui est cohérent, d'accord. Voilà, compte tenu des données du programme, je vous rappelle, ici on a D1 qui vaut 50 cm et D2 qui vaut 1,5 m. Et on voit bien sur la valeur de l'énoncé, il faut que D2, avec D2 qui soit bien supérieur à D1 pour obtenir un bon effet de levier. Ça, retenez-le, d'accord. Il faut que cette distance ici, D2, soit plus grande que la distance D1. Sur le chemin, ça ne se voit pas forcément. Il faut que D2 soit plus grande que D1 pour obtenir un bon effet de levier. Voilà, sans note, en remarque. Voilà. Un bon effet de levier. Ok. Ensuite, question 2, on termine par ça, je regarde le temps. Ouais, 36 minutes, bon allez, on va accélérer un tout petit peu. On vous demande, Archimède décide de faire varier la direction de la force qu'il exerce sur le levier. Comment doit-il procéder pour être le plus efficace possible et quelle force doit-il exercer? Bah là, voilà, il ne va pas changer la norme de sa force, sa masse reste constante. Ce qui peut changer du moins, c'est la direction de la force F. Donc ce qu'il peut faire, alors s'il est très bon, très bon, sportivement, d'accord, ce qu'il peut faire dans un second cas, c'est augmenter ici toujours en M, donc le bras de levier ici on aura donc on avait du D2 cos alpha, vous vous en doutez, c'est appliquer la force F2 perpendiculairement ici, voilà, à la droite ici au M. Donc on va faire ici le deuxième cas de figure, je repasse ici en vert, donc je vais mettre cette force là, d'accord. Alors je la fais un peu plus grande que la précédente, mais sachez que c'est la même norme, c'est pour que vous voyez, je vais noter F2 dans le deuxième cas de figure, où j'applique une force F2 en M, qui est perpendiculaire ici, voilà, au levier. Ok, donc c'est un angle droit qui apparaît ici. Et si vous faites ça, donc forcément, ici, Archimède, voilà, exerce cette force en M perpendiculairement. D'accord. Et là, le moment, ici, en norme, le moment de cette force F2 par rapport au sera maximal. En effet, rappelez-vous, c'est le produit des distances fois de la distance OM2 fois la force F2 fois le sinus de l'angle entre les deux vecteurs OM2 et F2, sauf qu'ici, OM, F2, sauf que l'angle ici est un angle de pi sur 2 radians. Donc on a vraiment un moment vectoriel qui est de norme maximale lorsque la force F2 est ici perpendiculaire, ici à voilà, cette direction. Là en fait, si vous savez certainement, Archimède effectue ce qu'on appelle le drapeau. D'accord. Là, il se met perpendiculairement. Et là, la force minimale, elle sera un peu plus faible. D'accord. Mais là, il faut réussir à tenir cette figure de style. On y va, on note rapidement. Donc là, il faut exercer la force F perpendiculairement ici au levier. Donc, deuxième temps. Donc, il faut, je note, exercer la force, je note F2 perpendiculairement ici au levier, d'accord, tel que, je vous rappelle, finalement, le moment, la norme du moment par rapport au point O. Vous voyez, je passe en moment vectoriel de cette force F2. Ça sera égal à quoi? Ça sera égal à la distance OM2, d'accord, OM2, pardon. OM, M étant le point d'application de la force F2, donc il n'y a pas de M2, c'est OM tout simplement. OM fois ici la norme F2 fois le sinus de l'angle entre OM et F2. Mais dans ce cas particulier, l'angle ici entre OM et F2 vaut pi sur 2 radians. D'accord. Donc on a bien ici un vecteur moment par rapport à O de la force F2 qui est maximal, sachant que la distance de O à M, là par contre, de O à M, c'est directement c'est D2. Distance de O à M dans ce cas de figure là. D'accord. Voilà, ça c'est ici D2.
Donc ça vous donne directement D2, F2. D'accord, D2, F2 tout simplement. Et en fait, au niveau bras de levier, hein, d'accord, on trouve la correspondance. Maintenant, cette fois-ci, bras de levier vaut D2. Hein. Pourquoi? Avec un angle ici de pi sur 2 radians. Regardez, la droite d'action ici, la droite d'action de F2, elle est où? Elle est là. Donc je prolonge ici, je fais apparaître ici la droite d'action. Et là, quand je vais projeter ici le point O sur cette droite d'action, d'accord, je note ici, alors par contre je dois renoter D3. D2 je l'ai déjà utilisé, donc sur D3. Bah ici, voilà, l'angle droit il est là, c'est-à-dire qu'on va noter ici, donc je suis arrivé à H3. H3 égale à M. C'est-à-dire que le bras de levier c'est D2, directement. Par contre, même si je tire sur F2, la rotation aura toujours lieu dans le sens négatif. Donc je répète, au niveau des bras de levier, en restant sur le moment scalaire, je repère D3, droite d'action de la force F2. Je projette O sur D3, il apparaît H3. H3 étant confondu avec M. D'accord? Donc dans ce cas-là, on va le noter également. Hein, ici, le moment scalaire. D'accord? Donc tel que deux informations. Une information sur la norme du moment vectoriel, mais également une information sur le moment par rapport à l'axe OX de cette force ici F2. Bah ça, le moment ici, voilà, directement. Donc ça sera moins F2 D2. D'accord? Voilà. Avec H confondu avec M. Les deux sont confondus. Et donc là, la force minimale, d'accord, à exercer. Donc on termine par ça. La force ici minimale, ici à exercer. Bon, on va reprendre l'équation. Non, serait. Non, on va vérifier, pardon. Elle vérifie, tout simplement. Serait, non, elle vérifie. Voilà, pardon. Elle vérifie la même équation précédente pour la condition de mise en rotation. En effet, on va reprendre ici le fait que mgd1, voilà, mgd1 cos alpha, le moment du poids du rocher, lui, ne change pas. D'accord, mgd1 cos alpha, ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est ce qui est à droite, donc moins f2d2. D'accord, donc moins f2d2, ça fait plus f2d2. Voilà, donc là on obtient f2d2. Donc au lieu d'avoir ici, ici f2 D2 cos alpha, on a F2 D2 tout simplement, et ça permet d'obtenir directement, voilà, la force minimale, pardon, je vais accélérer mais je fais n'importe quoi, donc F2, ça sera égal à mgd1 cos alpha divisé par D2, voilà, je divise par D2, et là si on effectue l'application numérique, on trouve une force de 330 newtons, d'accord, 330 newtons, au lieu d'une force qui serait double si on exerçait une force purement verticale. D'accord? Donc 330 newtons au lieu de 660 newtons. Donc on est quand même deux fois plus efficace. Mais ici, pas certain que l'on puisse tenir ici cette force F2, hein, d'accord, suffisamment longtemps dans cette configuration où F2 est perpendiculaire au levier. D'accord? Voilà, donc je vais arrêter là, je pense que j'ai suffisamment détaillé par cet exo, on est déjà 43 minutes. Donc reprenez bien ces deux exos pour la méthodologie, la stratégie de résolution, pour bien préparer l'interrogation de mardi. Voilà, voilà, au revoir, à bientôt.